Aujourd'hui, nous analysons une histoire qui montre comment un seul moment de manque de respect en public a révélé des mois de manipulation privée. Il ne s'agit pas seulement du numéro de téléphone d'un barman. Il s'agit de reconnaître quand quelqu'un vous traite comme une ressource plutôt que comme un partenaire. Décortiquons ce qui s'est passé et ce que nous pouvons en tirer. J'ai regardé ma fiancée glisser le numéro de téléphone d'un barman dans son sac à main alors qu'elle portait la bague de fiançailles pour laquelle j'avais économisé pendant 6 mois. Et le plus bizarre, c'est que je n'ai même pas ressenti de colère. Elle m'a regardé droit dans les yeux en le faisant, a souri comme si elle venait de commander un autre verre, et s'est remise à rire à ce qu'Enzo, le barman, venait de lui chuchoter à l'oreille. 4 ans ensemble, 8 mois de fiançailles, le lieu du mariage réservé avec un acompte non remboursable de 10 000 €. Et apparemment, rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit quand un type avec des tatouages sur les avant-bras et une carte de cocktails artisanaux a commencé à lui prêter attention. J'étais assis à notre table, sirotant une bière devenue tiède il y a 20 minutes, regardant Chloé se pencher au-dessus du bar dans la robe noire dont je lui avais dit qu'elle lui allait à ravir 3 heures plus tôt. Et quelque chose en moi s'est mis en place, comme une pièce de puzzle que j'essayais de forcer au mauvais endroit depuis des mois. Mon pote Julien était assis en face de moi et je le voyais faire ce truc où il fait semblant de consulter son téléphone, mais où il regarde en fait le même désastre que moi, se demandant probablement s'il devait dire quelque chose ou simplement me laisser assimiler ce que ce moment était en train de devenir. Le bar était l'un de ces endroits branchés du 11e arrondissement où tout coûte 2 fois plus cher que ça ne devrait et où la musique est juste assez forte pour qu'on soit obligé de se pencher pour parler, ce qui, je suppose, était tout l'intérêt pour Chloé et Enzo. Elle avait été sur son téléphone toute la soirée avant même que nous n'arrivions, souriant à l'écran et l'inclinant loin de moi chaque fois que je jetais un coup d'œil. Elle faisait ce truc où quelqu'un envoie clairement des textos à une personne à qui elle ne devrait pas en envoyer, mais pense que vous êtes trop stupide pour le remarquer. Quand nous sommes entrés, elle a foncé directement vers le bar au lieu de trouver une table. Elle a dit qu'elle voulait tester leur cocktail signature avec beaucoup trop d'enthousiasme pour quelqu'un qui commande habituellement juste des gin tonic. J'aurais dû le savoir à ce moment-là, mais vous savez comment c'est quand vous êtes très investi avec quelqu'un. Vous trouvez des excuses. Vous vous dites que vous êtes paranoïaque. Vous vous souvenez de tous les bons moments et vous vous convainquez que ce n'est qu'une mauvaise passe. Enzo était exactement le genre de type auquel on s'attend, mi-vingtaine, chignon, bras tatoués, ce sourire en coin confiant d'un gars habitué à attirer l'attention et qui sait exactement comment en jouer. Il lui préparait une boisson élaborée avec des herbes écrasées et des amers artisanaux, prenant beaucoup plus de temps que nécessaire, et elle buvait chacune de ses paroles. Julien a finalement posé son téléphone et a croisé mon regard avec cet air qui disait qu'on pouvait partir, mais j'ai juste secoué la tête parce que j'avais besoin de voir jusqu'où cela irait vraiment. La réponse est venue environ 10 minutes plus tard quand Enzo a fait glisser une serviette en papier sur le bar. Chloé a gloussé comme si elle avait 17 ans au lieu de 28, et elle l'a fourré dans son sac avec toute la discrétion de quelqu'un qui se fichait de se faire prendre ou qui pensait sincèrement que je ne pouvais pas la voir à 5 mètres de là. C'est là que je me suis levé et que je me suis approché, pas parce que je voulais faire un scandale, mais parce que j'avais fini de prétendre que cela n'arrivait pas. Je n'étais même pas encore tout à fait arrivé au bar que Chloé s'est retournée et m'a lancé, « Quoi ? Tu me fliques maintenant ?» sur ce ton défensif qui confirmait tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai dit que j'étais prêt à partir, gardant ma voix calme, ne mordant pas à l'hameçon. Elle a levé les yeux au ciel si fort que je suis surpris qu'elle ne se soit rien foulé et a dit, « Je m'amuse. » Thomas, va t'asseoir, comme si j'étais son père au lieu du type qu'elle était censée épouser dans 4 mois. Enzo a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise et s'est occupé à laver des verres, espérant probablement que cela ne se transformerait pas en le genre de drame qui finit sur les réseaux sociaux. Je lui ai redit que je partais. Elle pouvait venir ou non. Son choix. C'est laquelle l'a dit assez fort pour que le couple à la table voisine l'entende définitivement, « Tu n'es pas mon mari. Tu ne me possèdes pas. » Les mots ont flotté dans l'air pendant une seconde et je jure que tout le bar a semblé s'arrêter comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton pause cosmique. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je l'ai juste regardé pendant peut-être 5 secondes qui ont semblé durer 1 heure, puis j'ai dit, « Tu as raison sur l'une de ces choses. » Et je me suis retourné. Julien attrapait déjà sa veste, jetant de l'argent sur notre table, bougeant avec l'efficacité de quelqu'un qui attendait le signal de sortie. Chloé m'a appelé. Quelque chose à propos de moi étant contrôlant et peu sûr de moi, mais je poussais déjà la porte vers l'air frais de la nuit qui ressemblait à la première vraie bouffée d'oxygène que je prenais depuis des heures. Voici ce à quoi je veux que vous réfléchissiez. Êtes-vous déjà resté dans une situation trop longtemps ?
Parce que partir semblait plus difficile que de rester? Julien m'a rattrapé au bout de la rue. Il n'a rien dit, a juste marché à côté de moi pendant que j'assimilais ce qui venait de se passer. La marche jusqu'à ma voiture a pris peut-être 3 minutes, mais mon cerveau passait en revue 4 ans de moments forts de notre relation comme un montage de film. Sauf que maintenant, chaque moment doux avait cet arrière-goût étrange et amer parce que je voyais tout avec de nouveaux yeux. Nous nous étions rencontrés au barbecue d'un ami commun, une de ces journées d'été parfaites où tout semble possible. Et elle avait ri à ma blague sur la salade de pâtes. Et j'avais pensé qu'elle était la plus belle personne que j'ai jamais vue. La première année était incroyable. La deuxième année était bonne. La troisième année a eu quelques accros. Mais quelle relation n'en a pas? Et cette dernière année, si je suis honnête, c'était moi trouvant des excuses pour expliquer pourquoi les choses se dégradaient tout en me disant que l'organisation du mariage était juste stressante. Julien a finalement pris la parole quand nous sommes arrivés à ma voiture et a dit « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Et je me suis surpris moi-même en sachant exactement ce que j'allais faire. Je lui ai dit que j'avais besoin de sa camionnette. Il a demandé quand, j'ai dit « ce soir ». Il m'a tendu ses clés sans autre question parce que c'est le genre d'ami qu'il est. Il a dit qu'il me rejoindrait chez moi dans 1 heure et a commandé un Uber pour rentrer. Je suis retourné à l'appartement que je partageais avec Chloé depuis 2 ans, me suis garé à ma place habituelle et suis resté assis dans la voiture pendant peut-être 10 minutes, juste à réfléchir. L'appartement était au 3e étage d'une ancienne imprimerie réhabilitée. Murs en briques apparentes, grandes fenêtres, le genre d'endroit qui rendait super bien sur Instagram et coûtait bien plus cher qu'il ne le devrait. J'avais signé le bail, mon nom, mon dossier financier, ma caution. J'ai monté ces escaliers pour ce que j'ai décidé être l'une des dernières fois et j'ai déverrouillé la porte de notre maison qui soudain ne ressemblait plus à une maison. Tout semblait différent maintenant, comme si je voyais tout pour la première fois. Le canapé que j'avais acheté quand j'avais décroché mon premier vrai job. La table basse que j'avais montée à 2 heures du matin parce que les livreurs ne voulaient pas la monter à l'étage. La télé pour laquelle j'avais économisé. Les couteaux de cuisine que j'avais reçus en cadeau d'anniversaire de mes parents. La machine à expresso pour laquelle j'avais fait des recherches pendant 3 semaines avant d'acheter. J'ai commencé à faire un inventaire mental et j'ai réalisé que peut-être 80% de tout ce qui se trouvait dans cet appartement était à moi, payé par moi, choisi par moi, monté par moi. Chloé avait contribué avec quelques coussins décoratifs, quelques plantes que j'arrosais, et un tas de photos encadrées de nous qui ressemblaient maintenant à des preuves dans un dossier que je montais contre mon propre jugement. Mon téléphone vibrait de textos que je ne lisais pas. Probablement Chloé se demandant où j'étais passé ou plus probablement toujours au bar avec Enzo. Julien est arrivé pile à l'heure avec sa camionnette et n'a pas posé de questions, a juste dit « par où on commence » et a attrapé le diable à l'arrière de son véhicule. Nous avons travaillé vite, efficacement, comme si nous faisions un casse, sauf que nous volions mes propres affaires de mon propre appartement. Le canapé est parti en premier, puis la télé, puis la table basse, puis les affaires de cuisine, puis mes vêtements, puis mes livres, puis tout le reste qui était à moi jusqu'au dernier câble de chargement et mug à café. Ça nous a pris peut-être 3 heures pour vider cet endroit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les affaires de Chloé et les meubles qui venaient avec la location. Et laissez-moi vous dire, ce qui restait avait l'air plutôt triste. J'ai gardé une chose pour la fin. Je me suis assis au comptoir de la cuisine avec un morceau de papier et un stylo et j'ai écrit des mots qui semblaient être la chose la plus honnête que j'avais dite depuis des mois, tu as raison. Je ne te possède pas et tu ne possèdes pas mon salaire non plus. Je l'ai laissé juste au milieu du comptoir vide où elle ne pouvait pas le manquer. J'ai jeté un dernier coup d'œil autour de moi et je suis sorti. Julien a fermé derrière moi. J'ai glissé ma clé sous la porte et nous avons chargé le dernier carton dans son camion. Il a demandé où j'allais. J'ai dit que je trouverais une solution. Il a dit que je pouvais crècher chez lui jusqu'à ce que je trouve. Nous sommes partis de cet appartement à presque 2 heures du matin et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis 1 an. La leçon clé ici est que le manque de respect public ne se produit pas dans le vide. C'est la révélation finale de schémas privés que vous avez ignorés. Remarquez comment je n'ai pas réagi émotionnellement, mais stratégiquement, en documentant tout avant que le transfert de culpabilité inévitable ne commence. Parfois, la décision la plus intelligente est la sortie silencieuse. Elle est rentrée dans un appartement vide avec une note. Et apparemment, c'est là que la réalité l'a frappée comme un TGV qu'elle n'avait jamais vu venir.
Je le sais parce que mon téléphone a commencé à exploser vers 4 heures du matin avec des appels auxquels je ne répondais pas et des textos que je ne lisais pas, 37 appels manqués avant que je ne le mette finalement en silencieux et essaie de dormir. J'étais sur le canapé de Julien. Je ne pouvais pas dormir. Juste à fixer le plafond et à repasser l'année dernière dans ma tête comme un détective parcourant des dossiers à la recherche d'indices qu'il avait manqués. Le truc avec les drapeaux rouges, c'est qu'ils ne sont évidents que lorsque vous arrêtez enfin de leur trouver des excuses. Et mon vieux, j'avais trouvé des excuses comme si c'était mon travail à temps plein. Ça a commencé peut-être 6 mois auparavant avec ces afterworks qui se transformaient en nuits tardives. Chloé rentrant à 23h ou minuit sentant les olives de bar et le vin bon marché. Inventant des excuses sur la circulation ou l'anniversaire d'un collègue ou une histoire qui semblait assez plausible si on ne réfléchissait pas trop. Je voulais la croire parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On lui accorde le bénéfice du doute. Même quand le doute fait des saltos arrière et agite des drapeaux rouges. Puis sont venus les posts Instagram d'appartements que je ne reconnaissais pas. Des photos de groupe où elle se tenait toujours un peu trop près de types dont je n'avais jamais entendu parler. Des légendes sur le fait de vivre sa meilleure vie qui semblaient écrites par quelqu'un qui avait oublié qu'elle était fiancée. J'avais posé la question une fois, l'air de rien, et elle m'avait sorti la carte de la paranoïa sur ce ton qui me faisait sentir que j'étais le problème rien que pour l'avoir remarqué. Son téléphone est devenu cette forteresse protégée il y a environ 3 mois, elle a changé son code, a commencé à incliner l'écran quand les notifications arrivaient, prenant des appels dans l'autre pièce, comme si elle gérait des informations classifiées. Elle enlevait sa bague de fiançailles avant de sortir, disait qu'elle la gênait quand elle dansait, ou qu'elle n'allait pas avec sa tenue ou une autre excuse qui semblait raisonnable jusqu'à ce qu'on l'ajoute à la pile d'autres excuses raisonnables qui, ensemble, peignaient un tableau assez déraisonnable. Les questions financières, cependant, c'est ce qui m'a vraiment frappé quand je me suis assis et que j'ai réellement regardé les chiffres le matin après mon déménagement. Je gagne 70 000 € par an en tant que chef de projet dans une boîte de tech. Bon boulot, stable, mutuelle, tout le paquet. Chloé gagne 35 000 € en travaillant à temps partiel dans une start-up de marketing. Et je ne m'étais jamais soucié de la différence de revenus parce que les relations ne sont pas censées tourner autour de qui gagne quoi. Sauf que quelque part en chemin, c'est devenu exactement ça, juste pas de la manière dont j'avais accepté. Je payais 70% du loyer de cet appartement, ce qui revenait à environ 1 100 € par mois, tandis qu'elle payait 5 cents. Je couvrais toutes les factures, électricité, internet, services de streaming, les courses la plupart du temps. Les dîners au resto parce qu'elle économisait pour le mariage même si j'avais aussi versé la compte du lieu et payé sa robe et que je couvrais la lune de miel. J'ai ouvert mon historique Lydia ce matin-là et je l'ai juste regardé pendant 10 bonnes minutes. Transaction après transaction remontant à 2 ans comme un journal financier d'une relation où j'étais apparemment le seul à investir. Il y en avait même une d'il y a un mois pour 50 € avec une note pour soutien émotionnel, ce que j'avais pris pour une blague à l'époque, mais qui ressemblait maintenant à un aperçu du genre de personne que j'avais prévu d'épouser. Resteriez-vous avec quelqu'un qui vous facture littéralement pour avoir des sentiments ? Les maths étaient moches quand je les ai vraiment faites. Assis là à la table de cuisine de Julien avec un fichier Excel que j'avais construit parce que c'est ce que font les chefs de projet quand leur vie s'effondre. Nous créons de la documentation. 28 mois à couvrir sa part quand elle prétendait être à court. 2 500 € en prêt direct qu'elle avait promis de rembourser après le mariage, et encore 1 800 € en trucs que j'avais achetés pour nous mais que seule elle utilisait. J'ai fait des captures d'écran de tout, je les ai organisés dans des dossiers, j'ai additionné les totaux et j'ai créé une trace écrite qui ferait pleurer de joie un comptable. Julien est sorti de sa chambre vers 9 h, m'a jeté un coup d'œil entouré de relevés bancaires et de reçus, et a juste commencé à faire du café sans dire un mot. Le plan s'est mis en place autour de ce café, clair et simple, comme tous les bons plans devraient l'être. J'allais tout documenter, pas parce que je voulais récupérer l'argent, mais parce que je savais ce qui allait arriver. Chloé n'était pas du genre à accepter le rejet tranquillement. Elle allait transformer ça en une histoire où j'étais le méchant, contrôlant et possessif, et probablement un tas d'autres choses qu'elle peaufinerait avec ses amis jusqu'à ce que ça sonne convaincant. J'avais besoin de preuves, besoin de redatage, besoin d'un enregistrement de qui a payé quoi et quand. Besoin de preuves que je ne l'abandonnais pas, mais que je m'extrayais d'une situation où j'étais devenu un distributeur automatique avec des sentiments dont elle avait cessé de se soucier. Le reste de mes affaires était toujours à l'appartement, des vêtements que je n'avais pas pris, quelques livres, des trucs aléatoires que j'avais oubliés dans la précipitation de sortir. J'ai envoyé un texto au propriétaire, expliqué la situation en termes professionnels qui ne me faisait pas passer pour un fou,
dit que je devais rompre le bail et que je couvrirais tous les frais que cela impliquait. Il a répondu dans l'heure. A dit qu'il avait déjà vu ce genre de choses. A demandé si je voulais qu'il change les serrures. J'ai dit pas encore. J'avais besoin de récupérer le reste de mes affaires d'abord, mais j'appréciais l'offre. Julien et moi y sommes retournés cet après-midi-là quand je savais que Chloé serait au travail, avons utilisé ma clé une dernière fois, et avons vidé tout le reste qui comptait pour moi. L'appartement avait l'air encore plus triste à la lumière du jour, comme un décor de théâtre après la fin de la pièce, et ils avaient commencé à enlever les accessoires. Je lui ai laissé l'étagère bon marché qui tombait en ruine. De toute façon, les coussins décoratifs qu'elle avait achetés, les photos de nous dont je ne voulais plus, et une lampe avec un interrupteur cassé que je devais réparer depuis 6 mois. J'ai pris mes bons couteaux de cuisine, mon moulin à café, mon chargeur de téléphone de secours, mes vestes d'hiver et la couverture que ma mère m'avait tricotée pour Noël il y a 3 ans. J'ai trouvé la serviette en papier avec le numéro d'Enzo sur sa table de nuit comme un trophée. Je n'ai même rien ressenti en la regardant. J'ai juste pris une photo pour mes dossiers et je l'ai laissée là. Nous avons fait l'aller-retour en 40 minutes, efficace et minutieux. Et j'ai verrouillé la porte derrière moi en sachant que je ne l'ouvrirai plus jamais. Mes réseaux sociaux sont devenus silencieux, pas supprimés, mais déconnectés parce que je n'avais pas besoin de voir quel récit était en train d'être construit sur pourquoi j'avais abandonné ma fiancée au milieu de la nuit. Julien a commandé des pizzas et nous avons regardé un match de basket. On n'a pas parlé de Chloé ou de l'appartement ou de tout ça. On a juste existé dans ce genre de silence confortable que les bons amis peuvent partager quand les mots ne seraient que du bruit de toute façon. La manipulation financière dans les relations concerne rarement l'argent lui-même. Il s'agit de créer une dépendance tout en évitant la responsabilité. La demande Lydia pour le soutien émotionnel n'était pas une blague. C'était un aperçu de la façon dont elle valorisait la relation comme transactionnelle. La documentation n'est pas de la paranoïa quand quelqu'un réécrit l'histoire pour faire de vous le méchant. La tentative de détruire ma réputation a commencé exactement quand je savais qu'elle le ferait. Environ 18 heures après qu'elle soit rentrée dans cet appartement vide et qu'elle a réalisé que je ne reviendrais pas. Mon email professionnel a reçu un message des RH demandant si j'avais une minute pour discuter. Décontracté et amical, mais avec ce sous-entendu qui signifiait que quelqu'un avait dit quelque chose sur moi qui nécessitait une attention officielle. Je suis entré dans ce bureau sachant déjà ce qui allait arriver. Je me suis assis en face de Valérie des RH et j'ai attendu qu'elle me dise que mon ex-fiancé avait appelé prétendant que j'avais volé ses affaires et que je l'avais abandonné sans avertissement. Valérie avait l'air mal à l'aise, a fait ce truc où elle a cliqué sur son stylo quelques fois avant de parler et a demandé si je voulais expliquer ma version de la situation. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier que j'avais préparé et lui ai montré le bail avec seulement mon nom dessus. Les reçus pour chaque meuble que j'avais pris, l'historique Lydia, les relevés bancaires et la chronologie que j'avais construite documentant les 6 derniers mois de notre relation qui s'effondrait. Elle a tout parcouru pendant peut-être 10 minutes, son expression passant de la neutralité professionnelle à quelque chose comme de la sympathie, et a finalement dit que l'entreprise n'avait aucune inquiétude et s'est excusée d'avoir dû demander. Chloé a essayé la police ensuite, a déposé une main courante pour vol qui n'a mené absolument nulle part une fois qu'ils ont vu la même documentation que j'avais montrée au RH. L'officier qui m'a appelé avait l'air ennuyé, a dit que c'était clairement une affaire civile entre des personnes qui avaient vécu ensemble, m'a dit de garder mes dossiers à portée de main juste au cas où. Et c'était la fin de l'histoire. Puis est venu le post Facebook, l'option nucléaire pour quelqu'un qui avait épuisé les voies officielles et décidé que l'opinion publique était le prochain champ de bataille. Elle a écrit tout un essai sur la maltraitance émotionnelle et le contrôle financier, sur un partenaire qui l'avait isolé et l'avait laissé sans rien, se peignant comme une victime d'une manipulation calculée qui aurait été convaincante si vous ne connaissiez aucun des faits réels. Elle a tagué des amis communs, utilisé des phrases qu'elle avait clairement cherchées sur Google spécifiquement pour un impact maximal. Le post a obtenu peut-être 40 likes dans la première heure. Des commentaires de ses amis disant qu'elles avaient toujours su que quelque chose clochait chez moi, demandant ce qu'elles pouvaient faire pour aider, partageant des ressources pour les personnes dans des situations difficiles. J'étais assis dans le salon de Julien à regarder ce récit se construire en temps réel et je ne ressentais pas de colère, juste de la fatigue, comme si je regardais quelqu'un creuser un trou sans réaliser que j'avais une échelle pour en sortir. Julien a demandé si j'allais répondre et j'ai dit non, j'allais faire quelque chose de mieux. Il a fait un post de son côté, simple et factuel. A dit qu'il était là le soir au bar, qu'il avait vu ce qui s'était passé, qu'il m'avait aidé à déménager mes propres affaires de mon propre appartement,
et que quiconque intéressé par l'histoire complète devrait lui envoyer un message directement. Puis il a posté des captures d'écran, pas toutes, juste assez pour montrer les demandes Lydia, le contrat de bail, le texto de Chloé demandant de l'argent, la réalité financière de qui avait soutenu qui. Son récit ne s'est pas seulement fissuré, il a volé en éclats comme un pare-brise frappé par une brique, et soudain ses commentaires de soutien se sont transformés en questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Son père m'a appelé 3 jours plus tard. Bernard, un type que j'avais toujours respecté, a demandé si on pouvait se voir pour un café parce qu'il avait tout vu en ligne et voulait entendre ma version directement. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit au centre-ville, un terrain neutre, et j'ai apporté des copies imprimées de tout parce que je ne laissais rien à la mémoire ou à l'interprétation. Il a tout parcouru, a posé quelques questions de clarification, puis s'est adossé à sa chaise avec cette expression d'un homme réalisant que sa fille était devenue quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Bernard m'a dit qu'il l'avait mieux élevé que ça, s'est excusé pour le chaos qu'elle avait créé et a demandé ce qu'il pouvait faire pour arranger les choses. J'ai dit que le bail devait être rompu, qu'il y aurait des pénalités. J'avais déjà parlé au propriétaire à ce sujet. Il m'a fait un chèque sur le champ pour le montant total, a dit que c'était le moins qu'il puisse faire, m'a serré la main et est parti en ayant l'air d'avoir pris 10 ans de plus qu'à son arrivée. La conversation avec Chloé a eu lieu 2 semaines après ça. Pas parce que je le voulais, mais parce qu'elle m'a tendu une embuscade au café près de chez Julien où j'avais commencé à travailler le matin. Elle avait l'air différente, fatiguée, peut-être moins apprêtée que la fille qui avait flirté avec un barman tout en portant ma bague. Elle s'est assise en face de moi sans demander, a commencé à parler de la façon dont nous pourrions arranger les choses, comment elle avait fait des erreurs, mais moi aussi, comment 4 ans ensemble signifiaient quelque chose, et que nous ne devrions pas tout jeter pour une mauvaise soirée. Je l'ai laissé finir, je n'ai pas interrompu, j'ai juste écouté ce discours répété qui semblait probablement convaincant dans sa tête. Quand elle a eu fini, je lui ai posé une question. Se souvenait-elle de ce qu'elle avait dit à son amie sur la raison pour laquelle elle m'épousait? Son visage est devenu pâle parce qu'elle savait exactement de quoi je parlais. 1 mois avant l'incident du bar, elle avait été bruncher avec sa meilleure amie, avait été un peu trop honnête après quelques mimosas, et avait dit qu'elle m'épousait seulement parce que c'était plus facile que de recommencer à zéro, parce que j'étais stable et une sécurité et que je prendrais soin d'elle même si l'étincelle n'y était plus. Son ami s'était senti assez coupable à propos de cette conversation pour me contacter après que tout se soit effondré, m'avait envoyé des captures d'écran, disant qu'elle pensait que je méritais de connaître la vérité. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un que vous aimez vous voyait comme pratique plutôt que spécial? J'ai dit à Chloé que le mariage était annulé, les acomptes perdus, la relation terminée, et que rien de ce qu'elle disait n'allait changer aucun de ces faits. Elle a essayé la colère ensuite, a dit que j'étais vindicatif et cruel, que j'avais ruiné sa réputation et monté les gens contre elle. Je lui ai rappelé que je n'avais jamais rien posté, jamais raconté ma version publiquement, juste fourni des preuves quand elle a essayé de me détruire en premier. Je lui ai dit qu'elle s'était fait ça toute seule, et que je refusais simplement d'être un dommage collatéral dans son histoire de victime. Elle est partie en pleurant et je suis retourné à mon café en ne ressentant rien d'autre que du soulagement de ne plus jamais avoir à avoir cette conversation. La vie a repris son cours plus vite que je ne l'espérais. J'ai trouvé un nouvel appartement en 1 mois. Un 2 pièces, abordable, à moi tout seul sans les fantômes d'une relation ratée hantant les meubles. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, quelque chose que j'avais laissé tomber pendant la planification des fiançailles, et je me suis souvenu de ce que ça faisait d'investir du temps en moi-même au lieu de le verser dans quelqu'un qui me voyait comme une ressource à extraire plutôt que comme un partenaire avec qui construire. J'ai rencontré quelqu'un de nouveau environ 3 mois plus tard. Rien de sérieux encore, juste un café et une conversation avec une femme qui payait ses propres verres et ne vérifiait pas son téléphone toutes les 5 minutes en attendant l'attention d'étrangers. L'appel est arrivé 6 mois après mon déménagement. Le numéro de Chloé sur mon écran après que je l'ai débloqué quelques semaines plus tôt, me disant que suffisamment de temps avait passé pour qu'elle ne puisse plus faire de dégâts. Elle pleurait. De vrais pleurs, pas des pleurs manipulateurs, le genre où on peut à peine sortir des mots entre les sanglots. Elle a dit qu'elle avait tout gâché et qu'elle avait besoin d'aide. Enzo avait disparu après 1 mois quand il a réalisé qu'elle venait avec des complications et des attentes. Ses amis avaient pris leur distance après que la vérité ait éclaté. Ses parents étaient déçus et la gardaient à distance. Le vrai coup de massue, cependant, c'était la dette. Elle avait accumulé 25 000 € sur ses cartes de crédit en essayant de maintenir le style de vie qu'elle menait quand je couvrais 70% de ses dépenses. De plus, elle avait dû assumer le loyer complet de l'appartement jusqu'à la fin du bail, 2 mois après mon départ.
Elle a demandé si je pouvais lui prêter de l'argent, juste assez pour se remettre sur pied. A promis qu'elle rembourserait. A dit que j'étais la seule personne vers qui elle pouvait se tourner. J'ai réfléchi pendant peut-être 10 secondes. Je me suis souvenu de chaque demande Lydia. Chaque nuit tardive qu'elle avait mise sur le compte des afterwork. Chaque fois qu'elle m'avait fait sentir fou pour avoir remarqué des drapeaux rouges évidents. Puis je lui ai dit que je l'aiderais, mais seulement sous des conditions très spécifiques. Elle signerait une reconnaissance de dette légale pour tout montant que je lui enverrais avec un plan de paiement de 50 € par mois jusqu'à ce que la dette soit apurée, et elle reconnaîtrait par écrit que c'était le remboursement des 2500 € de prêt qu'elle n'avait jamais remboursé, plus les intérêts pour dommages émotionnels. Elle a accepté immédiatement, assez désespérée pour accepter n'importe quelle condition, pensant probablement que je lui enverrais quelques milliers d'euros pour l'aider avec les cartes de crédit. Je lui ai envoyé exactement 50 € avec une note disant que c'était le mois 1 sur 50, ce qui lui prendrait un peu plus de 4 ans pour rembourser les prêts originaux qu'elle avait promis de rendre après le mariage qui n'a jamais eu lieu. Pas un centime de plus, pas un centime de moins, juste un rappel mensuel que les actions ont un prix et que je ne payais plus le sien. Elle a essayé de rappeler, a envoyé des textos disant que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, qu'elle avait besoin d'une aide réelle, mais j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire. J'ai vendu la bague de fiançailles une semaine plus tard, j'en ai tiré environ 60% de ce que j'avais payé, et j'ai utilisé l'argent pour réserver un voyage au Japon que j'avais toujours voulu faire, mais que j'avais reporté pour la planification du mariage. Le premier paiement de 50 € est arrivé sur mon compte pile à l'heure, et j'ai souri en sachant qu'elle enverrait ce paiement pendant des années. Un rappel mensuel de ce qu'il en coûte de traiter quelqu'un comme un distributeur automatique tout en cherchant mieux ailleurs. La vraie leçon n'est pas la vengeance. C'est de reconnaître sa valeur et de refuser de subventionner le manque de respect de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un vous montre qu'il valorise la commodité plus que l'engagement, croyez-le et protégez-vous en conséquence. Le respect de soi ne consiste pas à se venger. Il s'agit de refuser de participer à des relations où vous êtes le seul à investir alors qu'il cherche déjà la sortie.